Est-ce que Téléperformance finira par rebondir un jour? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, partagez-le sur vos réseaux, abonnez-vous à la chaîne et restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai mon avis sur Téléperformance. Alors, qu'est-ce qu'ils font Téléperformance? Comme ils disent, Global Business Process Services Partner, donc ça ne veut pas dire grand-chose. En gros, ils sont spécialisés dans les centres d'appel, ils sont spécialisés dans l'outsourcing de process métiers, c'est-à-dire qu'on externalise des process sans grande valeur ajoutée en dehors d'entreprises style les banques sont très friandes de ce genre de choses. Donc, c'est un métier qui est à faible valeur ajoutée, qui est quand même, il faut bien l'admettre, disrupté par l'intelligence artificielle. J'avais du Téléperformance en portefeuille, vous pouvez retrouver les vidéos précédentes sur la chaîne. Bon, je me suis rendu à l'évidence, hein, et le management n'arrive toujours pas à rassurer par rapport à cette menace sur l'intelligence artificielle. Donc, pour l'instant, le cours de l'action, après avoir sombré, continue de vivoter autour des 60 €. On va aller regarder ça après. Dans l'actualité récente, bon, qu'est-ce qu'il y a à dire? Finalement, les résultats qui ont été publiés fin novembre 2025, plutôt médiocres. Abaissement de la guidance de free cash flow. Avant, c'était 1 milliard d'euros. Maintenant, c'est plus que 900 millions d'euros. Et ils ont baissé la cible de croissance organique prévue entre +1 à +2%. Donc ça, c'est quand même le signe, à mon avis, même s'ils ne le disent pas, qu'ils perdent des parts de marché, soit face à des concurrents qui ont des coûts encore les plus bas, soit par l'intelligence artificielle, hein. Donc là, il faudra bien, au bout d'un moment, il faudra se rendre à l'évidence également. Donc qu'est-ce qu'ils visent à moyen terme? Une croissance organique de 4 à 6% et 3 milliards de cash flow, donc free cash flow, on peut en entendre ça comme ça, annualisé sur donc 3 milliards de 2026 à 2028, hein, donc 1 milliard par an et un retour à l'actionnaire d'environ 1,5 milliard sous forme de dividendes et de rachat d'actions, bien qu'ils aient stoppé les rachats d'actions et ils se concentrent sur le dividende pour l'instant. Bon, allez, on va regarder les chiffres. Là, je suis sur Coifin. Si vous souhaitez vous y abonner, vous avez le lien en haut à droite de l'écran ou dans le commentaire épinglé de la vidéo. Téléperformance, maintenant, c'est plus qu'une mid-cap, hein, après avoir été au sommet en 2020 et 2022. On est maintenant dans les abysses. On est à 3,7 milliards d'euros de market cap. Donc une mid-cap, ils ont été sortis du CAC 40 évidemment. Le cours de l'action, eh bien, il est maintenant même plus bas qu'il y a 10 ans. Allez, un tout petit peu plus haut. Il y a 10 ans, on était à 60 €, maintenant on est à 63. Donc énorme dévissage depuis les 355 €. Bon, il y a plus, ça baisse plus trop là depuis la publication et le profit warning de la dernière publication. Donc enfin l'ajustement de cible, on va dire. Donc bon, peut-être qu'il y a de l'espoir de rebond là pour l'instant, on a un petit début de rebond. Donc peut-être qu'on peut le jouer dans cette optique plutôt value. On va regarder les chiffres. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, en médiane, presque 14%. En 12 mois glissants à juin 2025, puisque en fait, comme ils ne publient pas leur compte de résultats en entier, le logiciel n'a pas toutes les données, donc il n'intègre pas le chiffre d'affaires à septembre. Bon, donc à juin 2025, on avait 9% de croissance. Donc ça, c'est pas du tout de la croissance organique, hein. On a vu que la croissance organique sur 2025, elle serait au mieux à 2%, d'après ce que prévoit le management. Donc là, il y a des acquisitions, évidemment, qui viennent un peu stimuler la croissance du chiffre d'affaires. Est-ce que ces acquisitions créent de la valeur? Pour l'interrogation. On voit qu'il y a eu 24 milliards d'euros d'acquisitions sur 10 ans. C'est beaucoup. Quand on voit la market cap à 3,7 milliards, où est passée la différence? Donc bon, et bien sûr, ils amortissent les écarts d'acquisition au fur et à mesure, mais bon. Donc bon, il y a de la croissance, oui, mais c'est pas de la croissance organique. Donc finalement, est-ce que c'est pas une mauvaise allocation du capital? Au niveau des taux de marge brute en baisse depuis 10 ans. Malheureusement, c'est une industrie qui est commoditisée, hein, et qui bientôt, ça sera même plus fait par des humains, à mon avis, ça sera fait par des agents IA. Donc on essaie de jouer sur le plus possible sur les prix. Et donc ils n'arrivent pas à baisser assez rapidement leurs coûts par rapport au prix au prix de vente. Enfin, pour baisser les coûts, qu'est-ce qu'ils font? Ils offshoreisent en Inde, aux Philippines, en Colombie, dans des pays à bas salaire. Malgré cela, le taux de marge brute est en diminution, mais le taux de marge d'EBITDA, lui, il est en hausse depuis 10 ans. Donc ils arrivent quand même à dégager de l'efficience opérationnelle. 15% de taux de marge d'EBITDA à juin 2025 contre 16% en médiane. Bon, c'est pas trop mal. Ils arrivent un peu à compenser cette baisse du taux de marge brut. Taux de marge net, il est impacté. Alors, il faut voir par quoi il est impacté, parce que là, si on regarde par rapport au free cash flow, ouais, le taux de marge de free cash flow est bien plus élevé. Donc, bon, structurellement, maintenant, il n'y a plus de croissance. On va regarder le besoin en fonds de roulement, mais ça, ce sont les deux éléments qui peuvent jouer. Donc, les CAPEX, donc pas de croissance, donc pas de CAPEX nécessairement. Et le besoin en fonds de roulement, on va regarder ça.
Donc l'entreprise, elle fait plutôt de la croissance externe, donc ça aide, les free cash flow. Donc pour regarder l'entreprise, pour évaluer les marges de l'entreprise, il vaut mieux regarder les free cash flow plutôt que le résultat net. Bon, ce qu'on voit, c'est que finalement, maintenant, on dégage, assez structurellement du free cash flow, hein, sur, Téléperformance. Bon, ils ont quand même abaissé leur cible de free cash flow, pour 2025 malheureusement. Donc les marges, on va dire que c'est pas trop mal et c'est normal, c'est le leader du marché. Donc nécessairement, ça doit être celui, le leader du marché, d'après la théorie de la courbe d'expérience, celui qui doit avoir les meilleures marges puisqu'il a les coûts les plus bas. Donc il faudrait regarder les concurrents style Concentrix, mais je crois que c'est du coup sur Téléperformance, c'est le moins mauvais de la classe, on va dire. La conversion des bénéfices nets en free cash flow, on voit que maintenant les free cash flow sont en train d'accélérer comparé aux bénéfices nets, c'est normal. Il y a plus de croissance organique, donc on fait pas de grosses dépenses en capital. Le besoin en fonds de roulement, 900 millions d'euros, il faut mettre ça face au chiffre d'affaires pour savoir si, c'est un niveau qui est critique ou pas. Normalement, le heuristique, c'est de se mettre, à 25 maxi, quoi. Si on est au-dessus de 25 et là, c'est pas le cas. On est en dessous de 10 donc le besoin en fonds de roulement reste, maîtrisé par rapport au chiffre d'affaires, ça, c'est plutôt pas mal. Ils sont pas trop, pliés par leurs clients, puisqu'en fait, leurs clients sont des grands donneurs d'ordre et donc ils peuvent imposer des délais de paiement. Donc ça, c'est bien. Au niveau de la variation de ce BFR justement, on est sur 2,60 millions cumulés sur 10 ans. On va dire que c'est maîtrisé quand même depuis, 2024 d'ailleurs, ça s'améliore un petit peu donc bon, ouais, à ce niveau, c'est pas trop mal. La dotation aux amortissements face à la dépense en capital, on voit qu'on est sur maintenant une accélération des dépréciations d'amortissement face à la dépense en capital. Voilà, donc on est en train de ils font organiquement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire ils rétractent l'appareil productif. C'est normal, en fait, il y a plus de croissance. Quand il y a plus de croissance organique, eh bien, on arrête de faire la dépense en capital, ça sert à rien parce qu'on va ajouter sinon de la surcapacité et donc on va effondrer encore plus les prix. Donc ils se concentrent maintenant plutôt sur la croissance externe. Bon, donc est-ce qu'ils devraient continuer à faire la croissance externe? Moi, je ne le pense pas, mais en tout cas, ils continuent de le faire. Ils arrêtent, la croissance organique, enfin l'investissement pour la croissance organique, c'est pas si mal. 4,8 milliards de autres éléments non cash, il faut aller voir dans les tableaux de flux de trésorerie de quoi il s'agit. Mais tous ces éléments vous expliquent pourquoi on a, alors à peu près, hein, il manque quelques éléments peut-être pour aller voir, mais en quoi on a des pistes d'explication de pourquoi est-ce que les free cash flow sont supérieurs aux bénéfices nets. Voilà le principal élément, c'est que, on a une dotation d'amortissement qui est maintenant supérieure à la dépense en capital, donc on rétracte l'appareil productif. Organiquement, c'est ce qu'il faut faire. Il faudrait aussi le faire, inorganiquement, c'est-à-dire arrêter les acquisitions, mais ils veulent pas le faire. Le rendement des capitaux investis, c'est un métier qui, à mon sens, n'est pas trop intensif en capital, mais bon, la rentabilité n'est pas exceptionnelle, hein. En fait, on est à 8,7 de rendement des capitaux investis sur 10 ans. Actuellement, on est en une rentabilité qui est, plutôt en baisse, dans la fourchette basse, à 8. Maintenant, on a vu que ce résultat opérationnel se surconvertit en free cash flow, donc d'un côté, c'est pas trop mal non plus, il génère quand même pas mal de free cash flow. Donc à ce niveau-là, c'est pas top, mais c'est parce qu'on est au fond du trou au niveau de la croissance et de la rentabilité. Donc voilà. À ce niveau-là, en fait, ils ont pas de quoi faire l'allocation du capital actuel, c'est-à-dire, acquisition, rachat d'actions, donc ils en font plus. Le dividende, ça, ils continuent à le faire et les croissance organique, ça, ils en font plus. Mais en fait, il faudrait arrêter de faire des acquisitions, je pense. On va regarder l'endettement et justement, l'endettement, le problème, c'est qu'il ne baisse pas et cet endettement, il monte quand on fait des acquisitions. Là, on voit, hein, tac, ça monte à cause des acquisitions et donc on n'arrive pas à rembourser la dette. Donc on est sur quand même, c'est dangereux, hein. On est à 3 fois l'EBITDA en dette nette. Alors il y a peut-être des loyers qui sont inclus là-dedans, mais les loyers, en fait, c'est comme de l'endettement en réalité, hein. C'est-à-dire que si vous faites défaut sur votre loyer, bah, en fait, vous êtes en faillite, hein. Donc il faut bien sûr, le compter dans l'endettement. Donc 3 fois l'EBITDA en dette nette, c'est beaucoup. On est, à plus que ça même en termes de free cash flow. Donc le groupe n'arrive pas à se désendetter parce qu'il continue à faire des acquisitions. Ça, c'est l'acquisition de Majorel, hein, donc ça a fait exploser l'endettement du groupe et comme on n'a pas une rentabilité exceptionnelle, on n'arrive pas à faire baisser la dette. Donc dans ce contexte, l'allocation la rémunération de l'actionnaire, on est sur un dividende qui est quand même, bon, pour l'instant, il est sécurisé par rapport au free cash flow. Alors ici, le logiciel nous met 1,4 milliard de free cash flow. On a vu que sur 2025, ça serait 900 millions. Bon, même avec ce dividende de 250 millions, on est quand même bien sécurisé. Il est quand même bien sécurisé, ce dividende. Ça représentera quand même, allez, on va dire 30 35 des free cash flow. Donc c'est pas trop mal. Il y avait des rachats d'actions, en fait, principalement pour neutraliser la dilution liée à l'acquisition de Majorel ici. Il y en a eu un petit peu sur 2025, ça s'est arrêté. Bon, ils peuvent plus, de toute façon faire des acquisitions, du dividende et des rachats d'actions. Donc nécessairement, ils ont fait sauter d'abord le rachat d'actions. Alors qu'à mon avis, ils auraient dû plutôt faire sauter les acquisitions et accélérer sur, les rachats d'actions, tout en maintenant le dividende. Et c'est comme ça qu'il faudrait gérer l'entreprise, c'est-à-dire en liquidation. Ils ne veulent pas l'admettre, mais ce business est en train d'être
ce marché est en train d'être disjoncté par l'intelligence artificielle. Dans ce cas-là, eh bien, on essaye de maintenir les prix et on rend le plus possible de cash aux actionnaires. Mais c'est pas ce qui se passe. Rendement l'actionnaire à 9,5%, mais ça inclut les rachats d'actions de l'année. On ne sera pas à ce niveau, on sera au niveau uniquement du rendement du dividende. Bon, alors je ne vais pas le calculer de tête, là c'est un peu compliqué, mais je crois qu'on est à 6-7% de rendement du dividende, ce qui est quand même bien. C'est bien couvert pour l'instant. Maintenant, on n'est pas à l'abri que le management se mette à faire une acquisition de trop et à couper le dividende parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et ça sera un problème. Au niveau de la valorisation, en valeur d'entreprise sur EBITDA, fond du trou, hein, valorisation abyssale. On est à 4,4 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. C'est un niveau qui a été vu en 2012, hein, donc au niveau de la crise de la zone euro. Si on regarde par rapport à des concurrents, on va se mettre Concentrix et on va se mettre T-Tech Holdings. On a vu qu'il y a, alors comment elle s'appelle, une qui a été rachetée par j'ai oublié le nom, mais il y a une de ces entreprises-là, de ce marché-là, qui a été rachetée par Capgemini. C'est WNS Holdings qui a été racheté. On a TaskUs aussi. Eux, ils ont un peu plus de croissance, par contre. Ils n'ont pas le même profil. On voit que en fait, la plus grosse du marché, c'est quand même, c'est toujours Téléperformance. Hein, attention à l'échelle ici. Et donc, la moins valorisée, c'est Téléperformance, mais en fait, on est au niveau de Concentrix. Hein, donc, je ne pense pas qu'on soit sous-valorisé par rapport à la concurrence. Hein. Il n'y a pas de sous-valorisation ici. Donc, conclusion sur Téléperformance. Voilà. C'est le management fait n'importe quoi. Il n'y a pas de sanction d'OPA pour l'instant. Alors que ça pourrait, hein, complètement, mais je me dis qu'il n'y a aucun acteur du private equity qui trouve que ce marché est attractif parce que vu la valorisation, ça coûte un peu cher, mais il pourrait y avoir un rachat. Mais je pense que comme ce marché est disruptif, disrupté, c'est trop dangereux, même pour un private equity, pour faire une OPA et dégager le management. Donc là, ce que devrait faire le management, arrêter toute acquisition, maintenir le dividende et racheter des actions en fond et après terminer dans 10 ans, la boîte a disparu, quoi. Et là, avec l'allocation du capital actuel, la boîte risque de disparaître bien avant ça. Et puis là, il y a un petit rebond. C'est complètement un rebond sur la valorisation. Hein. Donc on est très 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 sous-valorisé par rapport à l'historique. Toutefois, on va pas revenir à la médiane, à mon avis, hein, puisque ça, c'était pendant les heures de gloire de Téléperformance. Maintenant, c'est terminé. Hein. On peut peut-être jouer en retour à un multiple de 7 fois sur une publication qui sera un peu meilleure que prévu. Mais c'est tout. À mon avis, il n'y a pas grand-chose de plus à espérer sur Téléperformance. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.